Accélérez votre business avec une stratégie data performante et responsable. C'est notre live d'aujourd'hui. Bienvenue à tous, nous sommes ravis d'être avec vous. Alors, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure du temps réel, de l'IoT, de nombreuses questions se posent pour les entreprises. Quels outils ? Quel budget, forcément? Comment assurer la sécurité des données? Ça, c'est forcément dans tous les esprits. Et puis, comment bien transitionner? On sait qu'aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions. Elles se multiplient, ces solutions, mais il est capital, nécessaire de bien se faire accompagner par un partenaire de confiance, notamment. Pourquoi? Pour faire les bons choix technologiques. On en parle aujourd'hui avec mes deux invités que je suis ravie d'accueillir. Mick Lévy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation business chez Business et Décision chez Orange Business Services, mais également Benoît Micheville. Bienvenue, Benoît. Bonjour. Vous êtes spécialiste des solutions data chez Google. On va en parler tous les trois, mais avant, il est très important que je vous dise que vous allez pouvoir, vous aussi, poser des questions à nos invités ici présents, un Q&A à la fin de ce live. Alors notez bien les questions et bien évidemment, on y répondra sans langue de bois. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On parle beaucoup du cloud, Mick. C'est vraiment sur toutes les lèvres, qu'on soit novice ou qu'on soit plutôt aguerri. C'est quoi les opportunités du cloud pour les plateformes data d'entreprise ? Alors en fait, on a un véritable tournant technologique tel qu'on en a très très rarement vu dans la data. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la data et que j'observe ce marché-là. Incroyable. Donc ce vent technologique, finalement, c'est que les entreprises ont capitalisé sur leur data warehouse, sur leur entrepôt de données depuis 10, 15, 20 ans, peut-être plus pour les pionniers. Mais celui-ci arrive totalement à bout de souffle et n'est absolument pas câblé pour répondre à tous les nouveaux usages. À côté, les entreprises ont créé des data lakes, majoritairement sur la solution Hadoop depuis une bonne dizaine d'années, on va dire. Et on se rend compte avec un peu de recul qu'il y a d'abord des grandes incertitudes sur ce marché-là, de par les acteurs qui le portent, sur leur pérennité en particulier, d'une part, et d'autre part que le data lake ne tient pas toutes ses promesses. Et face à ça, le cloud arrive, et c'est une déferlante technologique hyper importante. Alors par rapport à ce que vient de dire Mick, Benoît, est-ce qu'on pourrait peut-être illustrer ça justement sur cette déferlante, notamment sur des cas d'usage, des témoignages clients ? Alors c'est vrai que Mick parle de déferlante et on voit chez nos clients qu'il y a une vraie attente de faire de nombreux cas d'usage à la fois uniques, mais aussi en très grand nombre. Donc finalement, les attentes sont à la hauteur de la promesse du cloud. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, des clients qui adoptent une plateforme cloud data, ce qu'ils adoptent, c'est une boîte à outils pour finalement pas juste répondre à un cas d'usage en particulier, mais pour une multitude. Si on prend par exemple le cas des acteurs de la grande distribution, chez qui on est très présent, on va être capable avec eux de leur mettre dans les mains des outils d'intelligence artificielle pour travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble de l'expérience client. Ça peut être en amont, quand on va personnaliser par exemple les campagnes marketing. Ça va être dans les magasins pour personnaliser les promotions. Sur le site e-commerce même, où on va mettre à disposition des barres de recherche comme celle de Google pour faciliter les produits que les clients veulent retrouver. Et enfin même au niveau du service client, du coup à la fin du parcours client, où on va être capable, par exemple, d'anticiper les problèmes, de prioriser les clients qui risquent d'être insatisfaits. Et donc finalement, on se rend compte qu'un client qui commence à travailler avec un provider cloud comme nous, finalement, va aller sur une plateforme cloud pour faire des cas d'usage initiaux et puis être surpris par le nombre de cas d'usage qu'ils peuvent réaliser. Ça veut dire en fait des outils clés en main pour leur faciliter la vie. Exactement. Donc il y a des outils clés en main, des outils pour à la fois stocker la donnée, pour l'exploiter, pour en tirer de l'intelligence grâce à nos propres solutions côté Google que l'on va utiliser pour nos propres produits. Et ça, on le met à disposition des entreprises aujourd'hui pour qu'ils puissent faire leur propre cas d'usage. Mick, vous confirmez ? Alors oui, je confirme, et je confirme tellement que ça va en fait extrêmement vite. On parlait d'une déferlante. La croissance du cloud sur le marché est de l'ordre de 35%, et c'est soutenu depuis déjà plusieurs années. C'est beaucoup, hein ? Donc on voit une accélération de nos technologiques, et on accompagne d'ailleurs chez Business et Décision et dans le groupe OBS énormément d'entreprises sur leur migration dans le cloud. Pour donner un exemple, peut-être, il y a une entreprise de la distribution à qui on avait construit leur plateforme data basée sur Hadoop, il y a 4-5 ans environ, et qu'on est déjà en train de migrer, cette plateforme montée il y a seulement 4-5 ans, sur maintenant une plateforme cloud. Et ça montre deux choses. D'abord qu'on a une accélération des cycles technologiques qui est extrêmement forte, et ensuite que le cloud permet une agilité pour aller sur ces solutions qui est extrêmement rapide. On n'aurait jamais pu avant imaginer changer de plateforme tous les 4 ans parce qu'elle va nous apporter de la valeur, parce qu'elle va coûter moins cher, etc. Mais peut-être une petite question là-dessus, sur cette accélération dont vous parlez sur les 5 dernières années. Est-ce que le Covid a permis aussi cette flambée exponentielle, ou est-ce que c'était déjà couru d'avance ?
Alors, c'était déjà couru d'avance parce que notamment les éditeurs de solutions parlaient du cloud depuis déjà des années. Donc, on voyait une espèce de lame de fond arriver. Néanmoins, il est clair que le Covid a énormément accéléré ça parce que d'un seul coup, on a eu besoin de solutions pour aller beaucoup plus vite, pour digitaliser beaucoup plus rapidement l'entreprise. Et aussi, toutes les entreprises ont voulu accélérer sur leur stratégie data parce qu'on rentre d'un seul coup dans un monde qu'on appelle VUCA, donc avec une volatilité, une incertitude beaucoup plus forte et qu'on veut éclairer le chemin et qu'on veut beaucoup plus éclairer la stratégie de l'entreprise par la data. Il y a des caractéristiques particulières pour les plateformes cloud quand elles veulent migrer vers la data? Oui, alors je pense qu'effectivement, il y en a 3 grandes catégories de caractéristiques pour essayer de synthétiser. Alors, il faut qu'une plateforme cloud elle soit scalable, il faut qu'elle soit intelligente et enfin, il faut qu'elle soit intégrée. Alors, scalable d'abord, ça c'est le premier point. C'est quoi scalable? Scalable, c'est en fait que vous ayez 1 méga de données que vous pourriez, peut-être ou 1 giga de données que vous pourriez stocker dans une clé USB ou des pétabytes une fois que vous faites votre migration sur le cloud et sur du coup un entrepôt de données sur le cloud. Il faut que vous puissiez le faire de manière très simple, sans avoir à gérer par exemple des serveurs, à gérer des problèmes, à gérer des équipes qui vont gérer ces serveurs. On veut simplifier tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle dans le milieu l'approche serverless. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, on parle d'intelligence. Quand on travaille avec Google, qui est le plus gros agrégateur de contenu au monde, qui classifie chaque jour quand les gens recherchent des milliards de sites, ce qu'on attend de la part de Google, c'est de donner des outils clés en main pour pouvoir faire de l'intelligence. Et donc, ce n'est pas juste de stocker de la donnée et de l'amener, mais c'est d'utiliser ces outils un peu clés en main pour pouvoir en tirer de nouveaux indicateurs, de nouvelles prédictions, créer des algorithmes et finalement créer de la valeur à partir de ces données. Et le troisième point, c'est un écosystème intégré. On attend qu'une plateforme soit intégrée et connectée pour non seulement capter les différentes données d'un écosystème d'un client, qui sont chacun très différents. Il n'y a pas une data plateforme qui se ressemble. Hein. Je pense que, Mick, tu le vois aussi sur le terrain. Et donc, c'est à la fois s'intégrer à cet écosystème et puis aussi, dans les outils proposés, avoir des outils intégrés pour toujours être dans le cloud et pouvoir toujours continuer un petit peu à faire, on va dire, naviguer la donnée du stockage à la transformation et à l'activation pour que ce soit vraiment utile à tous. Parce que ce qu'on ne veut pas voir dans les entreprises, c'est des données qui sont stockées mais qui ne sont pas utilisées, transformées et finalement utiles aux collaborateurs. Et effectivement, d'ailleurs, c'est la deuxième grande motivation à aller sur le cloud. La première, c'est le renouveau technologique dont j'ai parlé avant avec nos data lake, dataware qui arrivent en fin de cycle finalement. Et la deuxième, c'est d'aller enfin vers tous les nouveaux besoins du streaming, de l'IA, de l'intégration, de l'embedded analytics. Pour donner un exemple d'un projet, je pense qu'il illustre en un seul tes 3 points, un grand industriel qui a des coupures dans sa production. Et c'est dû à énormément de paramètres. Et donc, il nous demande, est-ce que vous pouvez mettre en place un modèle d'intelligence artificielle permettant de prédire ces coupures et donc d'activer un nouveau paramètre sur la machine avant qu'il y ait une coupure de production. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère les données provenant des capteurs IoT, donc en temps réel, provenant de toute l'usine. Ouais. On récupère 20 milliards de lignes d'historique, puisqu'ils avaient historisé toutes les données des capteurs depuis 3 à 5 ans sans s'en servir jusque-là. Mais en combien de temps on récupère autant de milliards de... Ça va très vite en fait, grâce au cloud, ça va très vite. Incroyable ça. Et là où on a la scalabilité, c'est qu'on a besoin d'une machine, un foudre de guerre, pendant quelques heures, le temps d'entraîner un algorithme qui prend 1500 paramètres sur 20 milliards de lignes d'historique. Et une fois que l'algorithme est mis en place, pour le faire tourner, on a besoin d'une machine beaucoup plus petite puisqu'on a juste besoin de traiter les données en temps réel. Et là, on arrive du coup à prédire avec 30 secondes d'avance le fait qu'il va y avoir une coupure dans la production. Et ces 30 secondes sont largement suffisantes pour, une fois intégré, c'était le 3e point que tu disais, Benoît, on l'intègre directement dans le reste du système d'information métier. Et c'est l'intelligence artificielle qui va commander la machine pour lui changer un paramètre et éviter qu'il y ait cette coupure de production. Ça, c'est extrêmement excitant pour les entreprises. On en parlait en préambule justement de ce live, l'accompagnement. Là, vous avez tout dit, Mike. Oui, il faut de l'accompagnement, ça c'est certain, parce qu'on est sur des nouvelles technologies, il faut parvenir à les prendre en compte rapidement. On a des paradigmes aussi, des changements de compétences qui sont à gérer sur ces nouvelles technologies. Et il y a aussi un accompagnement, je dirais, stratégique. Comment créer de la valeur autour de la data? On aurait quasiment pu commencer par là. Hein, ouais. Il y a un chiffre clé auquel moi je me réfère énormément, qui nous est donné par Gartner, qui dit que la data et l'IA créent déjà en 2021 2,9 billions de dollars à l'échelle mondiale. Alors là, c'est quoi 1 billion de dollars? Je l'ai vérifié sur Wikipédia pour vous. C'est des milliers de milliards.
Dit autrement, c'est 10 puissance 12. Dit autrement, pour donner un petit peu plus de concret, c'est 4% du PIB mondial. Ouais, c'est énorme. Donc en 2021, déjà, on générait 4% du PIB mondial grâce à l'exploitation des données. J'invite chacun qui nous écoute à regarder si dans son entreprise, il y a une exploitation des données à hauteur de 4% de la valeur de l'entreprise ou du chiffre d'affaires généré par l'entreprise. C'est un sacré argument, ça. Hein. Ah, mais ça doit vraiment être quelque chose qui doit réveiller les décideurs de se dire, il faut que je travaille beaucoup plus mes données parce que ça doit créer de la valeur directe et je dois être en capacité à la mesurer pour l'entreprise. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on a quand même planté pas mal le décor. La data platform, c'est quoi pour les gens qui nous regardent? Parce qu'on a dit tellement de choses. Comment est-ce qu'on peut la démocratiser, la simplifier? Alors la simplifier, je pense que ce serait rien que ça un peu simpliste, puisque finalement il n'y a pas une définition telle quelle d'une data platform. D'accord. Il y a plusieurs architectures possibles, plusieurs façons de réaliser des data platforms aujourd'hui, mais en tout cas, on peut dire, je pense de manière assez objective, qu'on peut parler d'une data platform et qu'un client ait réussi à mettre en place une data platform quand 3 étapes clés ont été respectées. Pour l'étape de la collecte de la donnée, est-ce qu'on a suffisamment de données issues de sources hétérogènes différentes pour pouvoir les croiser, les combiner entre elles? Ça, c'est la première grande étape. Ensuite, est-ce qu'on a été capable de transformer ces données, d'en tirer de la valeur? Est-ce qu'on a été capable d'avoir un référentiel d'entreprise pour parler le même langage, pour que tout le monde parle de la même chose? Et enfin, est-ce qu'on a été capable d'activer, d'exploiter ces données pour que ce soit vraiment utile? Est-ce que demain, un directeur d'une chaîne de production est capable de visualiser la donnée des machines? Est-ce que quelqu'un qui est au marketing est capable d'utiliser les données d'audience pour utiliser les algorithmes mis en place par les équipes data de ciblage pour améliorer les performances des campagnes? Et en fait, je pense qu'il y a un point que tu disais tout à l'heure qui est hyper important, c'est que quand on travaille sur un début de projet avec nos clients, on essaie toujours de percevoir est-ce qu'il y a bien cette perception et cette ambition de devenir data-centrique, c'est-à-dire d'être capable de mettre en place une plateforme intégrée, complète, qui va pouvoir permettre vraiment d'aller jusqu'au bout d'un projet. Et c'est ça qu'on recherche aussi dans les projets de nos clients. Mais au-delà de ça, Mick, j'aimerais aussi avoir votre avis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une problématique éducationnelle? On parlait tout à l'heure de l'accompagnement. Est-ce que l'accompagnement, il ne passe pas par là aussi? Si, bien sûr, il y a un enjeu de montée en compétences, on en parlait, et globalement de démocratisation de la donnée dans l'entreprise et d'éducation, je préfère parler même d'acculturation, mais au sens littéral du terme. D'accord. C'est-à-dire changer la culture de l'entreprise sur les sujets de la data, faire réaliser à tout le monde que la data va créer de la valeur, mais que c'est l'affaire de chacun de récolter des données de bonne qualité notamment. Et pour en revenir à la data platform, finalement, la data platform va être le volet technologique, va être le catalyseur technologique de toutes les initiatives data de l'entreprise. On peut dire qu'il y a 10 ans, c'était facile. On prenait toutes nos données qui venaient des ERP, les données de gestion qui étaient bien structurées, et on cherchait à en faire des jolis tableaux de bord, le rétroviseur de l'entreprise, on pourrait le dire comme ça. D'accord. Mais là, on va vouloir créer de la valeur directe pour atteindre mes 4% de PIB mondial. Là. On va vouloir créer de la valeur directe. Ouais. Donc la data platform, l'enjeu, c'est de faire des choix technologiques qui vont nous permettre de collecter toutes les données, si je reprends les 3 points qu'a cité Benoît, toutes les données structurées, non structurées, en temps réel, qui viennent de nos capteurs, qui viennent d'Internet, qui viennent de l'entreprise encore, évidemment, et les exploiter non seulement pour sortir des tableaux de bord, des KPI, des indicateurs, on va en avoir encore dans l'entreprise, mais aussi pour mettre à disposition des datasets directement, pouvoir consommer directement de la donnée, et c'est là qu'on en revient aussi sur les sujets d'acculturation et de cette consommation de la donnée dans l'entreprise. Et aussi et surtout pouvoir consommer de plus en plus des algorithmes qui vont s'exécuter sur la data platform et qu'on va vouloir intégrer directement dans nos chaînes métiers, dans les chaînes de production et là où c'est chaud dans l'entreprise en fait. C'est incroyable. Avant, on consommait des pains au chocolat, maintenant on consomme de l'algorithme, l'un des challenges. On va continuer de consommer des pains au chocolat ou des chocolatines suivant la région. Voilà. Ça dépend pas seulement de la région du cloud, mais voilà. Effectivement. Comment est-ce que vous mettez en place cette stratégie d'entreprise adaptée à chaque spécificité de chaque entreprise? Oui. Parce qu'encore une fois, dans chaque entreprise, il y a des spécificités. C'est vrai qu'on adresse tous les secteurs d'entreprise aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui n'a pas besoin de collecter de la donnée pour la travailler et l'exploiter. Donc, comment on s'y prend? À chaque fois, je pense que les clients qui ont le mieux réussi à tirer parti de leurs données, à chaque fois, se sont à la fois appuyés sur cette ambition de devenir data-centric que je mentionnais, une plateforme cloud, évidemment, qui soit scalable, qui puisse leur permettre de réaliser leur ambition. Et enfin, je pense que c'est aussi un élément clé, une approche tripartite. Aujourd'hui, il y a un vrai bénéfice à finalement exploiter les ressources là où elles sont,
donc chez le cloud provider, qui va devenir un partenaire qui va travailler sur les solutions, aider à définir des architectures qui conviennent en fait à chaque contexte, à chaque client qui est très différent. Et surtout, derrière, un partenaire prestataire de service qui va être adapté et qui va être capable de comprendre les enjeux métiers et traduire cela avec le partenaire cloud en architecture cible. Et c'est très important de pouvoir en fait travailler dans cette sphère, dans cette data gouvernance et pouvoir exploiter le meilleur un petit peu des deux mondes, c'est-à-dire prestataire de technologie et prestataire de services. Mick. Alors justement sur la partie service, nous on accompagne beaucoup nos clients dans la définition de leur stratégie data pour justement créer de la valeur. Et on travaille les stratégies data autour de 6 axes finalement. Le premier axe, c'est les usages. Qu'est-ce qu'on va faire de nos données et quels usages, quels projets, quelles initiatives on va développer pour créer de la valeur. C'est quand même le tout premier sujet. Le deuxième, c'est celui de l'acculturation, dont on a déjà évoqué. Il est essentiel aussi, évidemment. Le troisième, c'est celui de la gouvernance des données. Alors, c'est un gros mot pour dire qu'on va mettre en place des process, une organisation permettant à la fois de maximiser la maîtrise du patrimoine de données et aussi son exploitabilité. D'accord. Quatrième sujet, c'est celui de l'éthique. On sera certainement amené à en reparler, mais on ne va pas pouvoir traiter les données sans éthique, sans protection des données, sans sécurité aussi. C'est capital. Cinquième sujet, la techno, on en a largement parlé, on va continuer d'en parler. Et enfin, dernier sujet pour notre stratégie data, comment on l'exécute, quels moyens, quelles ressources on se donne pour exécuter la stratégie data, parce qu'il va falloir mettre véritablement en place une stratégie à l'échelle de l'entreprise pour en tirer tous les bénéfices. Quand on a préparé un petit peu ce live ensemble, alors on a échangé, on va vous le dire, c'est comme ça qu'on prépare aussi un live. Il y a un chiffre intéressant qui est revenu sur le devant de la scène, j'aimerais le partager avec vous. 85% des projets d'intelligence artificielle restent au stade de maquette. C'est beaucoup. Comment est-ce qu'on les pousse vers cette transformation? Alors ça, c'est effectivement un chiffre qui est extrêmement parlant dans le milieu de la data. Et en fait, c'est le signal que beaucoup d'entreprises ont cherché à tester l'intelligence artificielle et de se dire, ça apporte de la valeur, les maquettes ont à chaque fois permis de le voir, mais il y a eu un certain nombre de freins à l'industrialisation et des freins technologiques, mais je pense que Benoît va revenir dessus, mais il y a aussi encore une fois des freins culturels et de la manière d'intégrer l'IA dans l'entreprise. Donc il y a des vrais sujets autour de la conduite du changement pour intégrer l'IA et aussi des visions budgétaires. Il faut accepter de se dire, si je mets X milliers d'euros pour faire ma maquette, ou X dizaines de milliers d'euros, c'est selon ma maquette, c'est selon le cas pour faire ma maquette, je provisionne directement le budget pour faire le projet si la maquette donne des bons résultats. Et non pas, je fais ma maquette, j'attends, ah ben c'est joli, et puis je repars à la guerre pour avoir un budget pour faire le projet. Et là, c'est évidemment super compliqué. Ouais. Donc il y a ces comportements-là aussi à changer dans l'entreprise. L'IA apporte de la valeur. J'ai des dizaines de cas d'usage, d'histoires qu'on pourrait raconter. Celle de mon industriel, il atteint un retour sur investissement en moins d'1 an sur ce projet-là. Il va gagner des heures et des heures de production grâce aux cassures qui vont être évitées. Je pourrais en raconter des dizaines. Donc maintenant, c'est une certitude. L'IA apporte de la valeur pour tous les secteurs, pour toutes les tailles d'entreprise, sur toutes les géographies. Donc il faut y aller, il faut arrêter de faire que des maquettes et se donner une ambition un peu plus forte parce que les technologies maintenant permettent en plus de vraiment soutenir ça. Même sur les TPE, PME, les petites entreprises qui pourraient nous regarder, il y a toujours une valeur ajoutée derrière Il y a toujours une valeur ajoutée. Les TPE, PME vont peut-être pas travailler avec l'IA de la même manière. Les grands groupes vont se permettre de faire des algorithmes sur mesure qui vont répondre à leurs besoins propres, à leurs problématiques propres. Dans les TPE, PME, on va avoir de l'IA qui va s'embarquer directement dans les logiciels qu'eux utilisent au quotidien. Et on voit déjà les grands éditeurs de logiciels qui commencent à amener de l'IA. Et puis il y a aussi toutes les TPE, PME qui, elles, vont repérer le fait qu'elles vont pouvoir prendre un avantage concurrentiel directement parce qu'elles ont une nature de données particulière, parce qu'elles veulent créer un service. Et elles vont quand même aller se lancer sur un projet dédié et avec des moyens, des ambitions qui seront à la hauteur de ça. Mais oui, c'est des projets qui sont très accessibles. Ça, c'est très intéressant. Vous parliez tout à l'heure, Mick, des freins. Benoît. Oui, alors, pour revenir là-dessus, peut-être, je pense aussi ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde finalement les solutions data qui sont sur le marché aujourd'hui, on se rend compte qu'on est capable aujourd'hui de démocratiser les projets d'intelligence artificielle, les projets de machine learning, et qu'aujourd'hui, de dire qu'il faut 4-5 data scientists dans une entreprise pour pouvoir faire de l'IA et du machine learning, c'est faux. Ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, en fait, il y a des solutions qui permettent, à partir de bases de données, tout en restant dans la base de données, de facilement automatiser tout ou partie du processus pour créer un algorithme. Et donc, pour répondre à la question un peu aussi des attentes des TPE et PME, on est capable aujourd'hui de travailler peut-être avec 2-3 personnes qui vont juste maîtriser un langage de programmation de type SQL pour les aider justement à prendre cette boîte à outils
et développer des algorithmes et faire du machine learning sans pour autant qu'ils aient les compétences de data scientist. SQL, c'est-à-dire on va essayer encore une fois de démocratiser Oui. le propos. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ça va être un langage de programmation qui est, D'accord, on va qui est dire, très basique. propre au database, qui est, on va dire, plutôt, on va dire, le langage des mécaniciens de cette boîte à outils, D'accord. et pas forcément le langage principal, on va dire, des data D'accord. scientists qui vont plutôt utiliser des langages type Python, etc. Et donc, finalement, ce qu'on se rend compte avec ça, c'est qu'on met à disposition avec le cloud des briques qui permettent de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle, au machine learning. Et donc, finalement, aujourd'hui, quand on parle d'industrialisation, on est capable aujourd'hui aussi, grâce à cette boîte à outils, de passer d'une phase d'expérimentation qu'on avait, on va dire, peut-être avec parfois dans les entreprises sur 1 ou 2 cas d'usage, à vraiment une phase d'industrialisation où on va prendre un algorithme et pas juste le tester sur, du coup, les données qui sont stockées dans le cloud, mais pouvoir aussi le déployer sur l'ensemble de ces données puisqu'elles sont déjà dans le cloud. En restant dans cet environnement-là, on est capable donc de faire en sorte qu'un algorithme ait une vie et puisse vraiment impacter l'ensemble de l'entreprise, puisque derrière, c'est quelque chose qui est utilisable et activable en temps réel. Et nous, on le voit chez nos clients les plus avancés. Ils ont des feuilles de route en data en IA avec des centaines. J'ai un client qui a 500 projets dans sa feuille de route en data en IA. Et donc, ils réfléchissent vraiment à créer ce qu'on appelle des data factory ou des IA factory pour aller directement sur ces sujets d'industrialisation. Et pour redonner un autre mot un peu barbare, mais pour ceux qui nous écoutent, qui veulent s'intéresser particulièrement à cette industrialisation de l'IA, il faut chercher sur Google, bien sûr, le mot-clé hashtag MLOps, donc c'est la contraction de Machine Learning et Ops, les opérations, dans lequel on va chercher à rapprocher toutes les compétences de Machine Learning, donc d'algorithmes, avec les Ops, donc ceux qui font l'IT, ceux qui font l'industrialisation, et de rapprocher ça pour avoir un effet maximal, effectivement, en termes de délivrance de valeur, parce qu'on va pouvoir industrialiser facilement des algorithmes. En parlant d'Ops, comment est-ce qu'on pilote, on maîtrise les coûts? Alors ça, c'est un sujet clé, évidemment, dans le cloud. Puisque d'un seul coup, si on prend mon ancien monde et le nouveau monde que j'ai décrit déjà plusieurs fois, l'ancien monde, on achète une grosse machine, on investit beaucoup et après, on a le droit de l'exploiter comme on le veut. Là, dans le cloud, ça ne marche plus de la même manière. On va payer à la consommation. Et donc, à chaque fois qu'on va envoyer des données, à chaque fois qu'on va requêter des données, à chaque fois qu'on va stocker des données, à chaque fois qu'on va exploiter un outil ou un autre, on va avoir un coût à l'usage, alors parfois de seulement quelques centimes, voire quelques dizaines de centimes sur certaines opérations, mais qui, une fois mis à l'échelle de l'entreprise, peut avoir un coût important. Et c'est là que je donne un deuxième hashtag, et qui se termine par Ops encore, mais cette fois c'est le FinOps, donc dans lequel on va chercher à rattacher la vision financière de la vision des Ops, donc ce qui se passe réellement en termes de consommation une fois qu'on est en production. Et donc avec le FinOps, on va avoir une maîtrise, et c'est toute une démarche FinOps, pour une maîtrise des coûts du cloud, mais aussi finalement une vraie optimisation des ressources qu'on va activer dans le cloud au regard de la valeur qu'on veut en délivrer. Et nous, on a mis en place chez BD, chez Business et Décision, un certain nombre d'outils pour avoir cette maîtrise du FinOps avec des indicateurs, des tableaux de bord, des choses qui permettent de suivre de manière très régulière la consommation, en particulier sur des plateformes comme celle de Google Cloud. Et ce qui est intéressant aussi avec ce changement de paradigme, on passe finalement d'une logique de CAPEX, de coûts fixes, historiquement dans l'IT, aujourd'hui à une logique d'OPEX. Et finalement, on paye à l'usage et on paye aussi, si on crée de la valeur, on paye pour la croissance que l'on va générer. Et si par exemple on a un site internet que... T'as envie de dire l'anglicisme, mais j'ai envie de faire l'anglicisme. Mais vas-y, dis-le, on est entre nous. On pourrait parler de pay as you grow. On aime bien en parler parce que c'est vrai qu'on voit chez nos clients que finalement, s'ils font un projet data qu'ils mettent en pause pendant 1 mois, effectivement, ils ne vont pas continuer à facturer de la même façon. Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une corrélation directe aujourd'hui entre les coûts et la valeur délivrée par un projet. La valeur ajoutée. Chacun met donc sa pierre à l'édifice. Comme ça ne s'arrête jamais. Et ça, c'est une des grosses motivations du cloud. Permettre de créer de la valeur en même temps qu'on amène des coûts, c'est la première fois qu'on sait le faire sur des projets data. Et c'est vraiment grâce à ce fonctionnement de consommation à l'usage. Super intéressant. J'ai encore plein de questions à vous poser. Je vais essayer d'aller vite. C'est promis parce que vous aussi, surtout, vous pouvez poser vos questions en direct sur le live, la LinkedIn. On va y répondre. Il y a déjà pas mal de questions. Donc, je passe la 5e, messieurs, si vous le permettez, mais cette question-là, elle est très importante, c'est les enjeux. Les enjeux d'aujourd'hui, on a de la sécurité des données, on a des usages responsables, on a des préoccupations éthiques, et puis surtout, on est obligé de parler de sobriété numérique. Oui, alors je pense qu'il y a 2 sujets ici un petit peu différents. Alors le premier, c'est déjà sur la considération éthique quand on fait de l'intelligence artificielle. Alors chez Google, on a défini 7 principes qui sont appliqués, pas juste à Google Cloud, mais à l'ensemble des entités de Google.
Donc, par exemple, aujourd'hui, quand on fait du marketing sur Google Ads, on ne peut pas cibler, par exemple, tout ce qui vont être on va dire tout ce qui peut porter un biais. C'est-à-dire on ne peut pas cibler les hommes ou les femmes, on ne peut pas cibler un genre, on ne peut pas cibler nos religions. Pourquoi ? Parce que quand on applique de l'intelligence artificielle dans nos propres produits, on regarde toujours, on se pose toujours la question, est-ce que c'est pour le bien de la société ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça renforce les biais d'une quelconque façon ? Ça, c'est des questions éthiques ? C'est pour la question éthique et ces principes-là s'appliquent aussi pour les projets Google Cloud et on travaille toujours avec nos clients en vérifiant qu'on est bien dans le respect de ces principes-là. Ça, c'est pour la question éthique. Pour la question de la sobriété numérique, aujourd'hui, donc Google Cloud est le seul cloud provider qui est neutre en empreinte carbone via l'achat d'énergie du coup renouvelable et notamment de l'énergie solaire, etc. D'accord. Et par de la compensation carbone. Et d'ici 2030, on a pour objectif d'être 100%, en fonctionner 100% avec de l'énergie décarbonée. Donc ça, c'est pour l'enjeu de sobriété numérique. C'est pas une utopie, hein, ça c'est 2030, c'est acté. 2030, c'est acté, c'est l'objectif. Et ça, c'est un sujet clé parce que nous, quand on conseille nos clients sur des choix technologiques, maintenant, c'est un des critères clés de choix que la consommation. Bien sûr. Sur le sujet de l'IA, plus globalement même du numérique, par rapport à l'empreinte environnementale, en particulier par rapport au réchauffement et à l'urgence climatique, on est vraiment face à un dilemme. Parce que d'un côté, la data, l'IA consomme de l'énergie, évidemment, et quand on commence à stocker des pétabytes, quand on commence à faire des algorithmes de plus en plus complexes, avec du temps réel, avec des applications mathématiques super complexes, évidemment, ça consomme. Mais d'un autre côté, il faut viser des cas d'usage qui eux-mêmes vont permettre de réduire l'empreinte énergétique, globalement, des opérations de l'entreprise. Par l'utilisation de cette intelligence artificielle ? Exactement. Un exemple, on a travaillé avec un grand client qui gère un réseau de machines, et on a réussi à baisser la consommation de ce réseau de machines, globalement, de 15%. Donc autant dire que l'algorithme, on le fait tourner en plus vraiment de manière très très ponctuelle. On le fait tourner juste une fois par mois pour voir comment ça se passe. Trouver les meilleurs paramètres pour chacune des machines pour permettre de réduire au global de 15%. Donc là, la balance entre ce qu'a coûté d'un côté l'IA, le stockage des données correspondantes, et ce qu'on a gagné grâce à la réduction de consommation énergétique qui est beaucoup plus durable est énorme. Donc là, on est dans un cas extrêmement vertueux d'utilisation de l'IA sur une approche frugale en plus de l'IA et qui permet au global d'avoir une balance énergétique qui est extrêmement intéressante. C'est ces cas d'usage qu'il va maintenant falloir viser dans les entreprises. Un dernier mot peut-être sur la sécurité des données, sécurisation de ces données ? Alors là, on est évidemment sur un sujet clé, que ce soit pour des raisons concurrentielles, d'espionnage industriel, ou que ce soit pour des raisons liées à la protection des données personnelles et à la vie privée. Le cloud n'est absolument plus un frein pour ça sur le sujet strict de la sécurité, puisque dans les solutions cloud comme celle de Google, il y a tout un tas de solutions qui permettent de chiffrer les données, qui permettent de les sécuriser. Et il y a des moyens, en particulier chez Google et dans les autres distributeurs de cloud aussi, qui sont phénoménaux pour assurer la meilleure sécurité. Elle existe, la sécurité, à 100%? Qu'est-ce que tu en penses, Benoît? C'est une question piège, mais... sécurisé à 100%. Non, vraiment. C'est difficile de dire est-ce que ça existe la sécurité à 100%, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de fuites de données. Ça peut venir de plein de moyens, en plus de moyens technologiques. Il y a des failles humaines aussi, internes, exactement. Chaque entreprise. Donc il faut tout faire pour sécuriser au maximum. Il faut aussi répartir les choses selon la sensibilité des données, appliquer des moyens différents. Et puis être hyper attentif sur ce sujet de la cybersécurité et y mettre les moyens qui sont en rapport avec l'enjeu, c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est à 100% les mois qui vont suivre nous le diront. Je pense qu'effectivement, il y a un facteur humain qui est très important. D'un point de vue technologique, en tout cas, quand on regarde aujourd'hui les technologies, par exemple, des plateformes cloud telles que celles de Google, et si on regarde, par exemple, si on prend l'exemple de la business intelligence, c'est-à-dire la capacité de mettre à disposition des tableaux de bord chez nos clients, il y a toujours cet aspect sécurité qui est pris en compte. Sécurité, ça veut dire d'abord, par exemple, de limiter le risque humain en filtrant les données, en donnant des accès limités, en fait, en fonction des types d'utilisateurs, en fonction des types de partenaires avec qui on travaille, à un ensemble de données de manière limitée et de manière très précise. Donc, on essaie toujours de converger, d'aller dans ce sens-là, de donner des meilleurs outils pour fournir finalement les clés et les armes pour se protéger. Maintenant, comme Mick l'expliquait, il y a un facteur humain qui est toujours incontrôlable. Et donc c'est pour ça qu'à la réponse à la question, qui je trouve un petit peu piège, non, moi c'est mon intime conviction, mais ce sera juste mon point de vue.
on ne pourra jamais être 100% et considérer qu'on est 100% on va dire protégé, puisque l'erreur est avant tout Mais humaine. en tout cas, l'IA a permis un progrès phénoménal. C'est ce qu'on aura vraiment compris aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr, et y compris sur la sécurité, on emploie de plus en Ouais. plus d'algorithmes pour contrer des attaques Les et failles donc humaines, pour notamment. venir automatiser et ne plus se mettre derrière cette espèce de paravent là, de la faille humaine, mais que ce soit la machine elle-même qui se débrouille pour contrer les attaques. Et il y a énormément de ces algorithmes d'ailleurs qui sont déployés nativement sur les plateformes data. Allez, on continue avec les questions. Piège ou pas? Je ne sais pas. On va On le voir prend tout de tout, suite. on prend tout. J'ai vu que vous preniez. Allez, comment embarquer les métiers au-delà du cloud et de la data? Alors ça, c'est un vrai enjeu, puisque jusque-là, on a été dans une espèce de fonctionnement où l'IT disait la data, c'est quelque chose de technologique et venez pas vous mêler, c'est notre jeu. Et puis les métiers avaient beau jeu de dire ça, c'est l'histoire de l'IT, allez voir l'IT quand ça parle de data. Il faut absolument sortir de ce schéma. Il faut que D'accord. tout le monde réalise que pour la data, on est face à un actif à part entière de l'entreprise. Et donc, si c'est un actif, on va chercher à le valoriser. Donc, il faut que les métiers s'engagent pleinement là-dedans. Ça va être quoi leur rôle au métier? De s'intéresser au cas d'usage. Qu'est-ce qu'on va pouvoir développer? Et que ce soit les métiers, avec leurs connaissances qu'ils ont de leur business, de leurs opérations, qui voient là où il y a des blocages, là où il y a des problèmes, là où l'IA pourrait permettre d'aider, là où de la connaissance amenée par la data va permettre une meilleure prise de décision. Donc, il va falloir vraiment qu'ils s'engagent très fortement sur les cas d'usage. Et le deuxième point, il va falloir qu'ils s'engagent sur la connaissance de leur capital de données. C'est celui de l'entreprise et c'est les métiers qui sont les plus à même de bien maîtriser leurs propres données, de venir les cartographier, de venir les rendre aussi le plus utilisables possible pour toute l'entreprise. Benoît, peut-être cette question pour vous. Comment promouvoir la démocratisation de la sécurité des données? Alors, démocratisation déjà de la donnée et la sécurité de données, les deux, en fait, ça revient un peu au point que j'évoquais tout à l'heure. Les outils qu'on va mettre à disposition des clients, et par exemple, si on prend l'exemple de Locker, une solution qu'on a rachetée il y a maintenant plusieurs années, on va toujours faire en sorte que les clients puissent contrôler de manière la plus fine possible quelles données ils utilisent, pour qui et avec quel type de filtre. Et on va toujours avoir cette perspective-là. Et donc, finalement, on se rend compte que, sur la question précédente, c'est vrai que de plus en plus, les métiers vont se rapprocher de l'IT. On va faire un pont entre les deux entités. Et de fait, les métiers vont avoir accès à plus de données. Ils vont être de plus en plus gourmands, vont faire de plus en plus de use cases. Et donc, face à cela, il faut avoir aussi des solutions scalables pour gouverner ces données, mettre en place un référentiel commun, mettre en place des décisions sur quel type de données seront disponibles et accessibles pour quel type de filiale, quel type de département au sein de l'entreprise. Et donc, il faut aussi avoir, quand on met en place un projet cloud data ambitieux, sur des grandes entreprises notamment, il faut vraiment qu'il y ait cet aspect référentiel commun, data governance, qui finalement nous protège aussi du coup des risques de sécurité et des erreurs humaines qu'on évoquait juste avant. Et peut-être une autre question pour vous, Mick. J'aimerais bien aussi que vous puissiez y répondre. Vous avez parlé tout à l'heure de pas mal de cas d'usage, notamment de création de valeur. Et là, on nous demande, pouvez-vous revenir sur ces cas d'usage justement de création de valeur? Alors effectivement, c'est un des rôles des métiers, on l'a dit, c'est de trouver les bons cas d'usage chez eux. Mais c'est hyper compliqué, puisque de la data, il y en a partout. Donc tout le monde l'a bien compris. Et quand on lit la presse, c'est un peu troublant, mais on a l'impression que la data peut tout faire, donc rien faire. Bon, enfin, on a du mal avec ça. Donc il faut prendre quelques repères. Ces repères, c'est de se dire qu'il y a 4 grandes familles de cas d'usage en réalité pour l'entreprise. Tout ce qui est améliorer l'efficacité opérationnelle, donc le fonctionnement des opérations, réduire nos coûts, être plus efficace, automatiser, prédire les activités qu'on va avoir pour s'y préparer. Deuxième domaine, c'est celui de l'intimité client. Beaucoup mieux connaître nos clients d'un point de vue statistique, quasiment intime parfois grâce à la data, tout en respectant bien évidemment les réglementations type le RGPD sur la protection des données personnelles, bien sûr, mais mieux connaître et parvenir à mieux interagir avec nos clients. Donc là, on va être sur tous les domaines de l'hyper-personnalisation, de la personnalisation en temps réel, de la connaissance client. Troisième domaine, c'est la maîtrise de l'écosystème. Donc là, on va chercher à maîtriser ses risques. On va chercher à réduire aussi son empreinte énergétique par des projets de type budget carbone, par des projets, comme je l'ai indiqué, qui vont réduire l'empreinte énergétique de l'entreprise. Et enfin, un dernier domaine, certainement le plus passionnant, celui de l'innovation, de la réinvention. On va chercher à créer des nouveaux services, des nouveaux produits qui vont être
totalement basé sur la data et on va du coup pouvoir créer littéralement de nouvelles business lines au sein de l'entreprise grâce à la data et à l'IA. Et c'est ce qui va conclure notre entretien d'aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, Merci à vous. pour cet entretien vraiment passionnant, pour vos réponses disruptives, sans langue de bois. On aura appris beaucoup de choses. On aurait pu rester encore longtemps à échanger Ça, sur c'est l'IA. sûr. On aura compris que vous étiez très passionnés, mais le sujet était aussi passionnant. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je rappelle que mes invités étaient Mick Lévy, directeur de l'innovation business chez Business et Décision, chez Orange Business Services, et Benoît Migeville, spécialiste des solutions data chez Google. Merci encore, messieurs. Merci. Merci. Très belle journée à vous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau live.